Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 h. Nous sommes le vendredi 19 août. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Voici tout d'abord quelques-unes des informations que nous allons développer au cours de cette édition. 109 jours de grève, l'UTC-UGTG campe devant la mairie de Capesterre, une majorité de femmes en situation précaire. La ville des Abîmes emploie des saisonniers et des jobbers en grand nombre durant les vacances, une façon de les plonger dans le monde du travail, dit le maire. Pointe-Noire accueille en grande pompe son champion David Gérand, champion olympique au fleuret avec l'équipe de France. Le journal de 19 h. La terre a tremblé aujourd'hui, un phénomène ressenti au petit matin à 3h21 précise. Un séisme jugé mineur de magnitude 4 sur l'échelle de Richter et d'origine tectonique. L'épicentre du phénomène, selon l'Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe, était situé à quelques 17 km au nord de Capesterre de Marie-Galante et à 14 km de profondeur. Dans l'actualité, la grève à la mairie de Capesterre-Bello, avec cet après-midi une énième reprise des négociations autour du médiateur Georges Calixte qui ont une fois de plus tourné court. Le syndicat UTC-UGTG a en effet quitté la table après seulement une demi-heure, après la contre-proposition du maire Joël Beaugendre en réponse à la proposition du syndicat sur l'évolution du régime indemnitaire, une contre-proposition jugée inacceptable par le syndicat. On en est donc là ce soir. À noter qu'hier, le syndicat avait été reçu par la présidente de la communauté du Grand Sud Caraïbe, Lucette Michechevry, mais rien de bien probant n'est ressorti de cette rencontre. Cela fait donc bientôt 3 mois que cette grève dure à la mairie de Capesterre-Bello, 3 mois que chaque jour un véritable campement est dressé devant l'hôtel de ville par les grévistes. Alors question, qui sont-ils? Combien sont-ils réellement? Et qu'est-ce qui explique leur détermination? Quelques éléments de réponse ce soir avec Eddy Elatré. Bientôt 3 mois que la grève est entamée à Capesterre-Bello et comme chaque jour, les employés municipaux, au nombre d'une 50aine, se rassemblent devant la mairie. À l'exemple de Christine et de Johanna, l'objectif est de manifester son mécontentement face à une situation difficile. Je suis à la caisse des écoles de Capesterre. Et ce qui m'a poussé à faire la grève, c'est parce qu'il y a un an, nous étions à 16 h. Avec le syndicat, on a signé les 22 h. Et normalement, on devrait passer à 28 h. Vu que le salaire, c'est un salaire de misère, comme je dis, on a été à 700 € puis 1000 €. Avec des enfants, c'est pas évident. Donc on aurait aimé avoir les 28 h justement pour subvenir aux besoins des enfants, au foyer et tout. J'étais obligée de faire des jobs de droite à gauche pour subvenir aux besoins de mes 2 enfants. Oui, moi je suis dans le service des écoles, je suis ADSEM, je travaille avec les enfants. Et je suis sur le piquet de grève, je soutiens le mouvement parce que nous n'avons pas bénéficié d'un régime indemnitaire, le régime indemnitaire qui a été donné à certaines personnes et nous luttons pour l'avoir ces jours-ci. On se dit que si certains en ont bénéficié, nous aussi nous pouvons bénéficier. Ça fait 3 mois que nous sommes sur le piquet de grève, hein. Nous n'avons pas pris de vacances, nous sommes là au soleil et on vit ça au quotidien et notre famille subit les conséquences aussi. Il y a pas et aussi d'autres choses aussi. Les grévistes représentent la quasi-totalité des services municipaux, de l'état civil à la caisse des écoles, en passant par le service technique. C'est pour cela que depuis 108 jours, la mairie de Capesterre est totalement paralysée par ce bras de fer. La grève des agents, si elle perturbe les activités dans la commune, n'a en revanche aucune incidence sur le versement des salaires. De son côté, la mairie des Abîmes organisait aujourd'hui une réception pour les nombreux employés saisonniers auxquels elle a fait appel durant ses grandes vacances. Ils sont plus de 80. Un phénomène récurrent qui vient nous rappeler les spécificités de l'emploi saisonnier en Guadeloupe. L'hôtellerie, la restauration et donc la fonction publique territoriale en sont de grands consommateurs, comme nous l'explique Anne-Elisabeth Artsen. Saisonniers,
Travailleurs à durée déterminée à une saison de l'année, généralement employés en période de grandes vacances pour faire face à l'accroissement d'activités liées au tourisme, mais pas que. Le tourisme, c'est très large, puisqu'on a effectivement le tourisme, et dedans, il y a l'hôtel-restauration, il y a tout ce qui est location de voitures, il y a tout ce qui est... Voilà. Donc c'est très vaste aujourd'hui. Nous, on fonctionne plutôt par secteur. Les secteurs qui recrutent aujourd'hui sont les secteurs de service à la personne aussi. Donc il faut pouvoir répondre à ces besoins-là à tous les moments de l'année, j'allais dire, et plus spécifiquement quand il y a des recrutements en masse, notamment pour les emplois saisonniers. En Guadeloupe, c'est vrai qu'on a des secteurs où il y a peu de saisonnalité, d'accord, mais il y a des secteurs où il y a des saisonnalités importantes. Et aujourd'hui, on a la chance, encore une fois, d'avoir des besoins tout au long de l'année. Donc on sait par exemple, actuellement, sur la période juillet-août, c'est moins des touristes qui viennent que des personnes qui viennent voir leur famille. Mais pour autant, du coup, ça fait travailler, par exemple, à l'aéroport, parce qu'il y a plus de personnes qui vont passer. Donc c'est aussi une saisonnalité. La saisonnalité, c'est pas que les touristes qui viennent en Guadeloupe. Donc c'est aussi travailler avec ça. Donc il n'y a pas de chiffres spécifiques. On sait que l'an dernier, on a fait plus de 20 000 retours à l'emploi. Donc ça, c'est les chiffres de Pôle emploi. Les collectivités municipales profitent également de cette période dite creuse de vacances scolaires pour renforcer leurs équipes en cette période avec de jeunes employés saisonniers. C'est le cas de la ville des Abîmes qui reconduit cette année encore son opération Job Vacances. La ville des Abîmes, depuis un certain nombre d'années déjà, recrute pendant les vacances scolaires, grandes vacances comme on dit communément, juillet, août, et parfois même au mois de décembre aussi. C'est un nombre de jeunes, bien souvent des étudiants qui ont passé leur examen d'hiver dans les services de la ville, au sport, la culture, les services techniques, administratifs, etc. Pour leur permettre d'une part d'avoir quelques subsides pour pouvoir passer de bonnes vacances ou commencer à financer la poursuite de leurs études ou simplement aussi pour leur donner une première, bien souvent, expérience dans la vie professionnelle. Ne serait-ce que moi, les baigner, les plonger dans le monde du travail. Donc c'est une expérience importante pour leur permettre d'appréhender un peu la poursuite, l'orientation professionnelle également. Cette année-ci, nous étions un peu moins, 89 jeunes précisément. Le budget est 150 000 €. Voilà, donc on est plus nombreux que l'année dernière, nous étions une soixantaine l'année dernière, c'est-à-dire 89. Sans doute j'essaierai de doubler aux 150 ou moins jeunes l'année prochaine. J'en suis très heureux de travailler encore une deuxième fois avec eux, puisque ça permet, étant donné moi je suis jeune et à certains jeunes de connaître le secteur professionnel dans certaines circonstances auxquelles on ne pensait pas pouvoir travailler un jour pour certains et pour certaines. Donc voilà, moi j'en suis fier et franchement ça me booste un peu plus dans le secteur professionnel. Donc voilà. Réservé traditionnellement aux jeunes, mais le contexte économique actuel pousse également les seniors à postuler pour des emplois saisonniers, ce qui permet d'élargir notamment les possibilités de recrutement pour les entreprises, mais également pour les demandeurs d'emploi. L'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, où il sera d'abord question de la visite de Madonna à Cuba, mais aussi d'une étude américaine sur les réelles incidences du Zika sur le cerveau. À noter qu'aujourd'hui, les autorités sanitaires de Porto Rico ont annoncé le premier décès dû au syndrome de Guillain-Barré après la transmission après une infection plutôt au virus Zika. Actuellement, il y a 34 patients soignés pour ce syndrome à Porto Rico. Voilà donc l'actualité dans notre grande région. C'est peut-être une avancée importante pour comprendre le développement du virus qui contamine la Caraïbe et les Amériques. Selon une étude publiée aux États-Unis, des expériences menées sur des souris ont révélé l'effet dévastateur du virus Zika sur un certain type de cellules du cerveau adulte, et pas seulement celui de fœtus. Selon l'étude, publiée dans la revue Cell Stem Cell, des cellules adultes impliquées dans l'apprentissage et la mémoire peuvent être détruites par ce virus. Selon le docteur Shrestha, la sensibilité de ce type de cellules au virus pourrait expliquer l'apparition du syndrome de Guillain-Barré, SGB, chez certains malades infectés par le Zika une fois que le virus a disparu. Le SGB frappe le système nerveux périphérique et se manifeste par un affaiblissement général, voire une paralysie progressive. Mais pour éventuellement arriver à le prouver, il faudra de plus amples recherches.
Le nageur américain Ryan Lochte et ses coéquipiers ont délivré de faux témoignages à propos d'une présupposée agression dont ils auraient été victimes lors des JO de Rio. Mais la juge en charge du dossier a relevé des incohérences dans les témoignages des athlètes et a ordonné la saisie de leur passeport. Ryan Lochte était déjà rentré aux États-Unis, mais deux de ses coéquipiers, Jack Conger et Gunnar Benz, ont été débarqués de leur avion quelques instants avant le décollage pour être interrogés par la police. En réalité, au moment de leur prétendue agression, Lochte et ses coéquipiers ont voulu aller aux toilettes dans une station-service et ont endommagé une porte à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas eu de vol, ces athlètes n'ont pas été victimes des crimes qu'ils décrivent, a précisé le chef de la police de Rio, Fernando Veloso. Un vigile a bien pointé son arme vers eux, explique Veloso, car un membre du groupe était agité. Il s'agissait de Ryan Lochte. Ce dernier trouve cependant le moyen de distordre légèrement cette version des faits dans son message d'excuse. Il explique qu'il est traumatisant d'être dehors tard le soir avec vos amis, dans un pays étranger où il y a une barrière de la langue, et d'avoir un inconnu qui pointe son arme sur vous et vous réclame de l'argent pour vous laisser partir. Selon lui, le vigile lui a donc bien réclamé de l'argent avec une arme. Ces vraies fausses excuses sur la vraie fausse agression de Ryan Lochte et de ses coéquipiers tranchent avec le message d'apaisement envoyé par le comité olympique américain qui s'est dit désolé pour le comportement inacceptable de ces nageurs qui pourraient être sanctionnés par leur fédération. L'affaire de la fausse agression a déclenché l'indignation des Brésiliens qui considèrent ce mensonge comme un coup destiné à endommager la réputation de la ville de Rio. Madonna a fêté ses 58 ans à Cuba ce 16 août. Un voyage à la Havane qui semble lui avoir remémoré son goût pour la culture hispanique. Celle qui se déhanchait avec sensualité sur la Isla Bonita a même partagé une vidéo d'elle en pleine danse avec un ami sur son compte Instagram. Mais la belle n'a pas fait que festoyer, elle a aussi profité de ce voyage pour visiter l'île au patrimoine si riche en compagnie de ses amis et de sa fille de 19 ans qu'elle a eue avec son ancien préparateur physique, Carlos León. Au programme, balade dans la vieille ville, pause sur des places enchanteresses et accueil chaleureux par les locaux, Madonna n'a caché aucune étape de son séjour. Très présente sur les réseaux sociaux, elle a publié plusieurs photos et vidéos traduisant son bonheur. En Guadeloupe aujourd'hui, Pointe-Noire a fait la fête en l'honneur de l'enfant de la commune, Daniel Gérant, champion olympique au fleuret avec l'équipe de France, est rentré donc se reposer au pays, entouré de toute sa famille. Le reportage de Johan Charpentier-Titi. Daniel Gérant, 25 ans, champion olympique d'escrime par équipe. Sa spécialité, l'épée, son bercail, Pointe-Noire. Tout juste de retour de Rio, Daniel Gérant a été honoré par sa commune. Un moment de partage avec ceux venus à sa rencontre. Joie et fierté sont au rendez-vous. L'athlète profite. J'ai fait le choix de rentrer directement après les Jeux justement pour pouvoir vivre ça le plus vite possible avec mes parents. Maintenant, alors ce matin, j'ai été prendre un petit bain de mer avec mon frère, on a pu se retrouver tous les deux. Il part tout à l'heure, il part à 14h. On a pu se retrouver le temps d'une soirée. On a pris un petit bain de mer, là on est rentré, la réception. Ce midi, un bon repas, je l'emmène à l'aéroport et puis après les vacances commenceront. C'est sans doute à ce moment que sa famille pourra réellement profiter de son champion, quand la légitime effervescence liée à son retour sera retombée. En attendant, c'est avec admiration que ses proches se livrent. Mon cœur il battait très très fort à chaque fois qu'il passait en piste, il y avait une petite tension et quand il a décroché l'or, on a tous sauté de joie, on était tous contents. On a même pleuré, c'était un moment magique quoi. Depuis tout petit, on joue avec lui à la maison ici. Et maintenant on voit qu'il est champion olympique, on peut être que fier. Daniel c'est le petit frère. Mais en même temps c'est le fils de tout le monde à la maison. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, les frères et soeurs sont papa, sont maman. Donc pour nous c'est le bébé de la famille. Pas parce qu'il est champion olympique, mais parce que c'est comme ça. Il est arrivé après tout le monde et donc on a décidé qu'il sera notre enfant à nous tous. On était tous avec lui et puis c'était une belle victoire et une belle joie pour nous de voir Daniel arriver jusqu'ici. Et après tant d'années de galère, de souffrance, et voilà quoi. Ils sont déjà nombreux à vouloir suivre ses pas. Daniel Gérant, aspirant, devenu modèle. Ça m'a inspiré de voir une Laura Flessel, ça m'a inspiré de voir un Teddy Riner.
Bien sûr, j'espère. Moi, je me suis plus inspiré de ces gens-là que de personnes qui malheureusement mettent un peu le bordel. Donc j'espère que ça va inspirer certains jeunes Guadeloupéens, j'espère même une majorité. On a beaucoup de sportifs, on a Teddy, comme on dit, la Guadeloupe c'est une terre de champions. Avec ses compagnons de l'équipe de France, Daniel Gérant a écrit une nouvelle belle page de l'histoire de l'escrime française, mais le Pointe-Noirien n'entend pas s'arrêter là. Mais il y a encore plein d'objectifs derrière, comme les championnats du monde, les championnats d'Europe qui a lieu tous les ans, les Coupes du Monde. Et je compte pas rester sur ça et je compte aller chercher un titre individuel, que ce soit au championnat du monde ou au championnat d'Europe, gagner encore des Coupes du Monde, encore marquer les esprits, quoi. Les rendez-vous sont donc pris avec en point d'orgue Tokyo en 2020. Un titre individuel permettra à Daniel Gérant de se rapprocher un peu plus d'une de ses idoles, la guêpe, Laura Flessel. Un autre Guadeloupéen qui marche véritablement sur l'eau en ce début de saison footballistique en France, Alexandre Lacazette, après un triplé réussi lors de la première journée de championnat de Ligue 1, ce soir, l'avant-centre de l'Olympique lyonnais a inscrit un doublé qui a permis la victoire de son équipe en match d'ouverture de la deuxième journée de championnat face à Caen. Durant ces derniers jours de vacances, beaucoup d'entre vous voudront sans doute profiter encore et encore de la plage, se baigner au soleil, voire même se baigner de soleil. Mais attention, voici un instrument fort utile pour notamment vous protéger les yeux, nos bonnes vieilles lunettes de soleil. Mais attention également, toutes n'ont pas la même efficacité et surtout le même prix. Alors l'enquête de Cécile Allègre. Ronde, carrée ou ovale, chacun fera son choix parmi les lunettes de soleil. Si elles sont devenues un accessoire de mode indispensable, elles sont surtout les seules à pouvoir protéger nos yeux du soleil. Mais comment choisir des verres efficaces ? La catégorie 0-1, c'est une teinte très claire, donc plutôt en faible luminosité en début de matinée ou fin de journée. Et catégorie 3, en fait, plus on monte en catégorie, plus l'intensité de la teinte est importante. Et tout ce qui est polarisation, c'est des filtres qui vont justement permettre de filtrer tout ce qui est rayon éblouissant des surfaces planes. Donc la route, la mer, tout ce qui est panneaux réfléchissants et autres. Et donc là, on a vraiment une protection vraiment optimale. Les verres polarisés sont aujourd'hui ceux qui protègent le plus. Ils sont d'ailleurs utilisés par une majorité de marins. Alors, aux parents, aux enfants, moi je conseille un petit peu plus les verres polarisés, dans la mesure où ça absorbe mieux la luminosité. Chez les adultes, beaucoup protègent leurs yeux, mais les enfants sont souvent oubliés. Trop chers, trop fragiles, nombreuses sont les excuses. Pourtant, ils représentent le public le plus fragile. Je conseille vivement aux parents de choisir une paire de solaires à leur enfant, de préférence polarisée, pour vraiment avoir une protection optimale, parce que les yeux des enfants sont beaucoup plus fragiles que les nôtres, donc il faut systématiquement leur mettre les lunettes de soleil. Pour certaines utilisations, comme la conduite, des verres particuliers existent. Il y a un autre verre approprié pour la conduite le soir, c'est du Kiros, c'est un verre jaune. C'est plus pour la conduite, plus pour les phares de voiture. Pour les vacances, il faudra donc penser à la serviette de plage, à la crème solaire, mais aussi aux lunettes de soleil. Et nous allons justement parler dans un instant du temps et du ciel. D'abord des nouvelles de la tempête Fiona. Elle était située à 17h ce soir à quelques 1800 km à l'est de la Martinique. Selon Météo France, ce phénomène devrait faiblir après une accélération dans les prochaines 48 heures et ne devrait pas concerner les petites Antilles. En revanche, une onde tropicale est actuellement active au beau milieu de l'Atlantique et se dirige vers l'arc antillais. Une dégradation du temps est attendue au milieu de la semaine prochaine sur notre région. Mais précision importante, le phénomène est encore bien loin et il est difficile d'en prévoir toutes les évolutions. En attendant le temps qu'il fera demain, malgré un soleil très présent, il y aura de gros nuages au-dessus de la Grande Terre notamment qui vont entraîner quelques averses. On note même une petite zone orageuse sur les hauteurs de Basse-Terre-Saint-Claude, tandis que les îles, la Désirade, les Saintes ou encore Marie-Galante seront baignées de soleil. Les températures seront comprises entre 28 et 30 degrés.
Dans un instant, l'actualité dans le reste du monde et puis notre soirée qui sera consacrée à une rediffusion de la finale du fameux concours Mister Guadeloupe. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur Alizé et je vous donne rendez-vous demain, 12h30. L'actualité régionale revient. Excellente soirée sur Alizé.